Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Aude Jacquemin, Global Customer Experience Manager chez Lyreco. Tu es la nouvelle invitée de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Aude, bonjour. Bonjour Paul. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir parce qu'aujourd'hui, on va discuter d'un thème qu'on n'a pas du tout engagé dans le podcast depuis qu'il est créé, c'est le design de service. Que tu as mis en place ou repris chez Lyreco à une échelle au-delà de nationale, un peu plus globale et internationale. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. Et puis, bien sûr, on va reprendre une partie de ton parcours pour savoir d'où tu viens, qui tu es. Et puis, à la fin, on terminera par des recommandations. Est-ce que ça te va ? Oui, très bien, avec plaisir. Allez, let's go. La première question que je pose dans mon podcast, c'est à quel moment, toi, tu découvres le design dans ta vie et que tu te dis, ça y est, j'ai peut-être trouvé ma voie. Alors, ça remonte à loin quand même. J'ai découvert le design, j'étais au collège. Ok. Donc, déjà parce que j'allais à pas mal d'expos, donc il y avait le côté inspirant de découvrir ce qui se passe au-delà de mon simple cercle scolaire. Et j'avais un prof, en fait, qui nous proposait de créer des scénarios pour expliquer des moments de vie. Et c'est Ah, vrai que ça, pour le coup, ça m'a vraiment interpellée et ça m'a poussée par la suite. Ça a été le déclencheur, en fait, pour poursuivre mes études, aux Beaux-Arts après, où mon sujet principal, a été, lié aux interfaces homme-machine. Donc d'accord. au fil du temps, ça m'a permis de réaliser, quel était l'impact du design et comment ça pouvait simplifier la vie des gens. Et ok, très bien. Et donc, ça veut dire que tu es plutôt de la filière créative, artistique, pour ensuite aller vers de l'interface homme-machine et j'allais dire justement aller vers le digital, c'est ça ? Alors, à l'origine, oui. Maintenant, c'est vrai que ça va au-delà du digital, qui occupe une très grosse partie de notre temps, hein, forcément. Bien sûr. Mais oui, à l'origine, c'est bien le cursus créatif qui a été le déclencheur. Trop bien. Et donc, raconte-nous comment tu démarres ta carrière, quelles expériences te marquent au cours de celle-ci. Alors, déjà, j'ai été indépendante pendant quasiment 17 ans, donc j'ai Oui. côtoyé vraiment des entreprises de tailles très différentes. D'accord. J'avais une double activité puisque j'étais coach tout en faisant de la prestation. Donc ça m'a permis, vraiment d'apprécier à la fois le fait de produire des choses, d'avoir un impact pour, les différentes missions qu'on me confiait, mais aussi de transmettre pour, constituer D'accord. des équipes, les faire évoluer. Donc du coup, ça me nourrissait aussi beaucoup, ce qui me permettait, en constituant mes supports, de m'inspirer de modèles, de grands modèles, des grands acteurs du marché, comment ils ont évolué à travers le temps, sur de l'analyse de pratique. Donc, comment ils ont su s'adapter aux changements d'usage et d'habitude des utilisateurs. Donc, en tant qu'intervenante, ça m'a autant nourrie que j'ai pu apporter à mes missions. Donc, ça m'a vite amenée vers la digitalisation de services, qui ont été les missions les plus marquantes qu'on m'a confiées. Donc, ça pouvait être de la PME au grand compte. Ma première mission avec le international, en tout cas, c'était avec ADO, Oui. avec des sujets pour Leroy Merlin également. Et après, là, ça m'a vraiment
plu de travailler sur des sujets qui nécessitaient une redéfinition complète du modèle d'organisation. Ça, c'est vrai D'accord. que Donc ça là, permettait d'aller au-delà du design de parcours uniquement c'est ça. digital. Oui, Voilà. donc en fait, moi qui, en ayant vu ton profil, j'avais imaginé que c'était quelque chose que tu avais découvert, entre guillemets, avec l'IRECO, mais pas du tout. C'est quelque chose qui t'a toujours suivi, de Oui, mettre en place un service et de réfléchir le design de façon beaucoup plus large transverse, tout à et fait. souvent on dit systémique, c'est un peu le mot. Exactement, avoir une Le... vision systémique des choses, c'est exactement ça. Ok, ah, super. Ok, et donc j'ai vu que tu étais passé aussi par une ESN à Tecna, dont moi j'avais Oui, déjà entendu parler, qui travaille beaucoup sur Lille et sur Paris. tout à fait. On a travaillé ensemble pendant 7 ans D'accord. et donc au début en indépendant et après, en interne et là, l'objectif c'était de faire grandir, l'équipe de designers puisque quand je suis arrivée, on n'était pas très nombreux et on était quasiment une trentaine, quand je suis passée à un autre Ah projet. ouais. Mais c'était vraiment une super, période de ma vie professionnelle parce que justement, en tant que prestataire, il y a cette variété de sujets qui nous fait, grandir autant pour nous que pour nos clients et le fait de partager avec d'autres designers, avec lesquels on évolue, parce que c'est pas parce qu'on les manage, que qu'on est juste dans la transmission. Au contraire, ils nous apportent beaucoup. Ouais. Ça a été un vrai moment intéressant de mon parcours. Et justement, ouais, enfin, pour venir de ce monde-là, c'est c'est une vraie réussite de passer à 30 designers. J'imagine que c'est sur l'agence de Lille où tu avais toutes les Il y avait agences. Lille et Paris. Il y avait Lille et Ah, Paris d'accord. ensemble. Ouais, Ouais. ouais. Ok, ok, super intéressant. Ouais, ensuite, via Tecna, tu découvres le client Decathlon. Mmh. Et ensuite, tu fais partie, tu es intégré directement chez eux. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience euh, que tu as? Est-ce que c'est principalement du digital ou est-ce que là aussi c'est assez systémique comme design? Alors, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que la première mission était plus sur un sujet, e-commerce et applications mobiles. Mhm. Donc en fait, moi, j'avais, en charge de, travailler les différentes harmoniser en tout cas les pratiques des designers. Donc, il y avait une équipe qui était constituée, cette équipe devait grandir. Donc, c'était, avant le covid. Mhm. Donc du coup, il y a eu, effectivement, un arrêt entre-temps et après, quand j'ai intégré, en interne Decathlon, c'était plus sur des sujets RH, puisque l'objectif était de revoir, la plateforme de learning et développement de l'entreprise et de définir un peu les parcours utilisateurs, donc plutôt l'expérience employée, Ouais. et donc ça s'est fait, sur cette, période post-covid. Et donc là, pareil, tu continues de manager une équipe. Oui, tout euh, à fait. Parce que c'est vrai que mine de rien, manager en ESN, c'est un petit peu différent que de manager le management du quotidien d'une équipe de design. Ah bah, c'est Euh, même complètement différent parce qu'en fait, quand on est en prestation, les budgets, les choix stratégiques sont déjà majoritairement posés. Donc mhm. on arrive plus sur une phase où les choses sont majoritairement décidées et on attend de nous de l'accélération. Ouais. Là où en interne, il faut convaincre, les choses sont pas forcément, stratégiquement arrêtées tout de suite. Les budgets sont répartis différemment. Donc, c'est une autre approche. Mais si je dois recentrer uniquement sur mon métier en tant que tel, moi, ce qui m'a vraiment plu et ce qui m'a le plus appris de ces années-là, c'est l'aspect international. Parce qu'en fait, quand on travaille les parcours, qu'on travaille la façon dont l'utilisateur va les recevoir, son acceptation et son adoption, d'un pays à l'autre, c'est pas forcément assuré que ça va fonctionner tout de suite. Et pour une même trajectoire, il y aura pas le même niveau de maturité d'un pays à l'autre et c'est tout le côté passionnant de s'intéresser à des audiences différentes, des cultures différentes et de voir, comment on a la capacité de mettre en place les choses, avec ces publics-là. D'accord, et c'est ça qui fait sens aussi avec l'IRECO et ce Exact. que tu fais aujourd'hui, c'est que là, tu découvres chez Decathlon tout l'aspect international dans une entreprise de cette taille, de cette organisation.
C'est ça. C'est qu'avant, je l'avais déjà eu dans d'autres missions, mais chez Decathlon, il y avait beaucoup plus de pays, beaucoup plus de convictions différentes d'un pays à l'autre. Et là, bah, pour un Ok. designer, c'est le côté passionnant parce qu'on se dit, bon, bah, je vais présenter un parcours, qui fait sens à l'échelle groupe, mais pour autant, en local, c'est pas forcément comme ça que c'est perçu. Et faire harmoniser les pratiques, et avoir une vision commune de l'organisation, ouais, c'est un parcours, c'est un vrai marathon pour le coup. Ok, trop bien. Et donc justement, on va faire le focus sur l'Ireco. Raconte-nous ce que c'est déjà, cette marque, parce que on l'a déjà entendu. Enfin, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà entendu et à la fois, parfois, c'est un petit peu compliqué de donner l'ensemble du périmètre de l'Ireco. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et puis le poste que toi tu as et ton rôle? Alors, l'IRECO, déjà, si on reprend sa vision qui est, garantir une bonne journée de travail, heu, c'est tout ce qui aura trait à l'équipement et aux services associés à l'équipement du travail en entreprise. Très bien. Donc si effectivement on n'a pas à y penser, c'est que le job est bien fait. Si Ok, on n'a pas à penser, j'ai le bon matériel, je suis équipé comme il faut, c'est agencé comme il faut, c'est mis en place comme il faut, bah, effectivement, c'est la vision, en tout cas, de l'entreprise, qui pousse sur les services d'ailleurs, qui veut faire monter en maturité les services. Et donc quand je suis arrivée chez l'IRECO, l'objectif en tant que CX manager, c'était, analyser et appréhender les parcours clients existants, travailler la d'accord. cible pour la future plateforme e-commerce et également pour les différents services qui vont graviter autour et comprendre les besoins et la vision des clients, actuels et à venir pour, identifier quelles sont les opportunités d'amélioration et surtout comment on peut accélérer sur certains sujets. D'accord. Et là, quand tu parles de client, Oui. c'est qui? C'est l'utilisateur final? Parce que au Mmh. final, vous, les gens qui achètent vos produits et vos services, ce sont souvent des directions achats, j'imagine, ou des Ah bah, il y parties a administratives. Je dis ça comme ça, je sais pas, mais on n'est pas sur les utilisateurs finaux, c'est ça? on est sur une cible B2B. Maintenant, bah, il y a autant, de la petite entreprise, de la moyenne et du grand compte, donc c'est pas la même façon d'acheter, c'est pas les mêmes volumétries, c'est pas le même rayonnement international. Il peut très bien y avoir, une petite TPE qui va faire une commande une fois par an, et vous avez après, tout un réseau de grosses entreprises, qui vont commander avec des volumétries nettement plus importantes. Donc c'est D'accord. pas la même appréhension. Maintenant, l'IRECO a toujours eu à cœur, et insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que, petit ou gros client, ça doit être la même qualité de service et la même disponibilité de service. Donc là, toi, tu mets en place, enfin, tu t'assures que l'expérience utilisateur, la customer experience est la bonne. Et donc là, c'est à la fois les échanges, les relations, enfin, les points de contact physiques, digitaux, Alors physique téléphoniques. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter en fait qu'est-ce que. physique, oui et non, parce que, quand on dit physique, on va penser magasin. Mais l'IRECO n'a Mhm. pas de magasin, donc on n'est pas dans D'accord. une logique de retailer. Ok. Mais par contre, on doit réviser et redéfinir les parcours clients, analyser leur impact, comment les choses se passent pour le client de bout en bout. Mhm. Tenir compte de toutes les interactions possibles avec l'entreprise. Donc, il peut y avoir autant, le service client, qu'est-ce qui se passe en entrepôt, qu'est-ce qui se passe, au niveau du site, qu'est-ce qui se passe avec les sales. Le but, c'est vraiment de D'accord. tester les parcours auprès des clients et de définir où est la part essentielle, du travail à mener si on veut améliorer les choses. Ok. Et donc là, j'imagine que le gros du travail, c'est, je me rappelle en préparant l'échange, je t'avais dit ça, c'est le grand blueprint Oui, oui, oui. avec l'ensemble des flux et des points de contact. J'imagine que c'est Alors ça quand est arrivé l'audit, souvent qui se passe pour un rôle comme le tien. tout à fait. Alors Justement, on est-ce est que tu peux nous expliquer le début de ton expérience et un peu cette vision que tu as voulu mettre en place? Alors, on est bien sur, cette logique de blueprint effectivement et c'est vrai que quand je suis arrivée, bon, ben, forcément, on essaye de comprendre avec qui on va travailler, ce qu'ils attendent de nous. Quand je dis nous, c'est l'équipe à part entière, hein, pas je suis pas seule là-dedans dans tout ça. Ce que tu Qu'est-ce as après, ouais.
qu'est-ce qu'ils attendent de nous et comment on peut mettre en place les choses efficacement. Donc c'est vrai qu'il y a l'objectif de faire monter en maturité les choses à l'échelle des pays et pas de travailler, au niveau groupe, seul, dans son équipe et de manière isolée. C'est vraiment de travailler la collaboration, de travailler la fluidité des parcours, mais pas uniquement au sens groupe, parce que quelque part, nous, on va travailler un contenant, mais ce qui importe aussi, c'est de voir quel est le contenu qui va interagir là-dedans. Et d'un pays à l'autre, c'est pas toujours le même. Donc, Ok. il y a tout un travail là-dessus. Et c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai eu ce feedback comme quoi, oui, il y a des choses qui ont été menées, mais le but, c'est qu'elles soient de plus en plus utilisées et mieux utilisées. Bah, ça remet en question l'organisation, comment on peut faire pour que chacun y trouve son compte et ne pas être juste une équipe qui fait guichet unique des différentes demandes qu'on nous fait pour produire un travail, mais bien être dans, chacun contribue à son échelle, chacun apporte sa petite pièce du puzzle pour que l'image à la fin soit la bonne. Ouais, parce que mine de rien, moi, quand une entreprise se lance dans du design de service, euh, et vraiment avoir une volonté de mettre en place une customer experience. Euh, je sais pas, c'est peut-être une vision qui est peut-être pas la bonne ou un peu biaisée, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait preuve d'une maturité assez forte ou une compréhension bah, qu'il y a peut-être d'autres façons de faire pour faire avancer son entreprise. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti et est-ce que c'était une création de poste justement et qu'ils se sont dit tiens, on a besoin d'aller plus loin sur ces phases-là et il faut qu'on trouve quelqu'un comme toi? Alors, c'était pas une création de poste, mais en tout cas, c'était une extension de l'équipe. D'accord. Et l'objectif était de faire grandir, l'équipe, Mm. puisqu'aujourd'hui, on est un département, qui s'agrandit et l'objectif, c'était effectivement d'aller plus loin que la façon dont c'était utilisé jusqu'à présent. D'accord. C'est-à-dire de, travailler davantage les points de contact, de pas s'arrêter qu'au digital, même si c'est quand même une très grosse part du travail. Mhm. Travailler les tests de manière, plus profonde, ne pas s'arrêter qu'au NPS et CSAT, qui sont des chiffres clés, certes utilisés, mais après c'est comprendre le pourquoi. Vraiment rentrer dans un niveau de détail plus important que ce qui avait été fait jusqu'à là. Ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait peut-être une vision beaucoup plus quanti que quali? Il y avait la vision des 2, mais par contre, c'était vraiment l'interaction avec les pays qui est à travailler davantage et du coup, on s'est fixé cet objectif-là. Ok. Trop bien. Est-ce que justement, tu peux me raconter, tu as parlé de l'équipe, est-ce que tu peux me raconter, m'expliquer en fait bah, la façon dont est composée l'équipe et les personnes et les profils qui sont à l'intérieur? Mmh. Alors, l'équipe globalement est composée de designers, donc seniors en design de service, de personnes qui travaillent la research, de data analyst également. Ok. Si je prends le département entier, ça inclut le service client, mais le service client, c'est une entité, c'est un job, Intér- c'est un job C'est différent. intéressant. Vous êtes intégré dans le service client. Alors, on n'est pas intégré, on est dans le même département, mais on a D'accord. bien quand même deux parties, l'expérience et la research et le service client. Maintenant, ce qui est Intéressant. intéressant, ce qui s'est ajouté à ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est le fait de tirer parti de l'avant-après. Et c'est vrai que bien souvent, si je regarde dans le rétro, on s'intéressait majoritairement à ce qui se passe avant que les choses soient produites. D'accord. Et là, il y a vraiment plus de finesse sur l'avant-après. Ok. Et c'est ça qu'on veut s'efforcer d'améliorer de plus en plus. Ouais, parce que en effet, si l'avant est bien fait, on a quand même pas mal de certitudes sur ce qui est rendu. Mais malgré tout, si on ne sait pas ce qui se passe, enfin, si on met pas les bons outils en fin de projet, on n'en est peut-être pas sans. Enfin, voilà, on ne sait pas. Donc, c'est pas. Ah, ou alors, en fin de projet, sinon, on va se concentrer sur des indicateurs avec des chiffres très génériques. Donc oui, pour donner du résultat, dans tous les cas, on en a besoin. Mais si on s'intéresse à ce qui va générer de l'adoption avant d'investir dans trop d'efforts, on se donne des fondations solides pour lancer des projets d'ampleur. Mais après, est-ce qu'effectivement, ça fait le job dans la vraie vie, dans son contexte, avec la volumétrie attendue? Est-ce que d'un pays à l'autre, c'est reçu de la même manière? C'est Ok. vraiment sur ça qu'on souhaite progresser aujourd'hui.
Et donc justement, pour construire l'après, euh, vous avez mis en place des tests. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Des tests utilisateurs, Oui, en des... fait, Ouais, on définit et on teste les journées clés, ok. puisque dans un parcours, il y a vraiment toujours des moments clés, il y a des déclencheurs qui sont plus importants que d'autres. Donc, on va s'adresser aux stratégiques, aux initiatives stratégiques de l'entreprise pour se dire, on a vraiment besoin d'adoption à tel, tel, tel moment. C'est vraiment les moments les plus importants de l'expérience. Donc, pour s'assurer que le parcours complet soit fluide, donc qu'il soit qualitatif, bah après, on va se focaliser sur certains moments clés où il ne faut pas se louper. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Et donc, ça, je sais pas, est-ce que tu as un retour d'expérience sur des moments clés que vous avez vu comme, OK, il y a de la friction sur ce moment, c'est clé, il faut qu'on puisse trouver une solution. Bah, Est-ce ça, que tu as un peu un retour d'expérience, que vous avez pu, quelque chose que vous avez pu craquer bah, après, que ce soit l'IRECO ou d'autres entreprises, je pense que le fait de travailler l'adoption, c'est un passage important de se dire quand le client découvre quelque chose de nouveau, bah, il faut bien l'accompagner. Quand ce sont des simples évolutions de version, j'ai presque envie de dire, faut presque pas que ça se voit. D'accord. Parce que quelque part, ça, le client, c'est pas son problème. Si l'entreprise décide de passer d'un outil à un autre, le client, c'est pas Ouais, son bien sûr. problème. Et ça, c'est indispensable que ça ne se voit pas. Et par contre, quand il y a des évolutions majeures qui nécessitent son attention, bah là, c'est tout un travail de faire valoir la bonne information au bon moment pour que le client ressente du confort, se dire, tiens, ils ont rajouté ça. Ah, maintenant qu'il y a eu tel changement, c'est vraiment plus simple. Mais là, on fait exprès d'accentuer l'attention sur ce moment-là pour que indirectement le client se rende compte qu'on s'est occupé de ça. Mais si on va plus loin, je pense que ce qui est aussi important, si on veut mener les choses de bout en bout, c'est que le client ressente qu'on a pris en compte ses retours. C'est se dire: «On va faire du test, on va solliciter des gens, ces gens-là, ils connaissent l'entreprise depuis longtemps, ils ont peut-être eu des habitudes, donc ils ont vu des évolutions arriver aussi dans le temps». Bah, c'est pour se dire, Heu, i on a consacré du temps pour eux, on a été écoutés et il s'est passé quelque chose après. Et je pense que ça, c'est un job important si on veut faire notre boulot de designer jusqu'au bout. Et ça, dans vos indicateurs de qualité, est-ce que vous avez vu justement que toutes vos actions en tant que designer de service a eu des impacts? Tu sais, on est un peu toujours dans réussir à chiffrer parfois, donner une vision de l'impact du design. Bah, je Est-ce que... pense que tu vas avoir des impacts assez, classiquement mesurés, j'ai envie de dire, avec tout ce qui est, le taux de satisfaction, des choses comme ça, ou après tout ce qui est lié à la correction, la corrélation entre les 2. Maintenant, je pense que si on doit rentrer dans un niveau de détail plus important, bah, ça peut être aussi, le taux de réduction des pain points dans un certain temps imparti. Parce que Ok. des fois, je pense que le travers qu'on peut rencontrer dans le temps, surtout quand on a des emplois du temps très chargés, c'est que la partie actionnable prenne du temps. Et du coup, entre le moment où on a relevé quelque chose à résoudre et le moment où c'est vraiment résolu, bah, je pense que tout l'intérêt est que ce temps imparti soit pas trop long, qu'il y ait pas un Ouais. sentiment d'inertie, parce qu'après, bah, le client oublie, le client il passe à autre chose et des fois, il Ouais, y a et quand il retombe dessus un jour, il se dit oh là là, ça a toujours pas c'est... évolué, ah Ouais. bah, finalement, ou alors: «Ah, c'est devenu compliqué», voilà. C'est qu'on fasse en sorte que ces sentiments-là ne s'installent pas. Ok. Et je veux faire un focus sur les profils de designers de service. Mmh mh. Moi, je connais principalement des designers digitaux. Mmh. C'est quoi le quotidien d'un designer de service? Quel type de livrable il fait? On a parlé de blueprint, mais moi, j'ai l'impression qu'on est quand même assez proche d'un profil de researcher. Et à la fois, dans la livraison, dans la production, euh, Mmh. voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rôle? Parce que je pense que c'est un rôle qui intéresse beaucoup de gens.
Alors effectivement, oui, on va être proche du métier de researcher. Ça, en tout cas pour les fondements, oui. En termes de livrables, on va se concentrer sur les parcours, donc c'est-à-dire qu'on va pas forcément être dans une notion écran par écran, parce que là, c'est plutôt si justement on est sur majoritairement sur du digital, mais on va être sur un parcours, ce qui se passe avant, pendant, après, si je te prends le cas d'une plateforme e-commerce. Quelles interactions, ça va avoir avec, toutes les différentes étapes par lesquelles le client passe et du coup, bah, des fois, ça va même être lié à des process. C'est-à-dire que quelles sont les règles à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de tout lister. On est beaucoup plus proche de l'architecture finalement que du design d'interface. De l'architecture de process et d'organisation. Oui. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que justement, un designer a un process et toutes ses implications, ou est-ce que il y a un process global et le designer va sur certaines implications? Je sais pas si je me fais comprendre, mais tu vois, il y a un côté un peu l'arbre, là, le train, avec des... Est-ce qu'ils sont plutôt sur les branches ou est-ce qu'ils sont plutôt... Alors, si je reprends ton exemple avec le modèle Blueprint de tout à l'heure, bah, Ouais. effectivement, dans un modèle Blueprint, tu as différentes lignes. Donc nous, on va s'attarder au départ sur la chronologie des faits et en fait, quand on revient étape par étape, à ce qui se passe, bah, là, on va rentrer dans un niveau de détail où chacun va apporter une contribution et nous, on a un rôle de consolidation. C'est-à-dire que si, par exemple, je te prends, les emails au moment du marketing, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est envoyé? Ça repointe vers quoi après? Ou tu peux très bien avoir l'intervention des sales. Qu'est-ce qui se passe en termes de process? Vers quoi ça découle? Donc tu vas avoir une interaction de process, une interaction d'outils, une interaction de choses qui se voient. Là, oui, tu as des écrans et de choses qui ne se voient pas, qui peut être, tout simplement des process de validation ou des choses comme ça. Et on a besoin chronologiquement de se rendre compte, est-ce que ça crée des goulots d'étranglement? Est-ce que ça crée des doublons? Est-ce que ça crée de la confusion? Est-ce que le client hésite ou est-ce qu'au contraire ça va très vite? Et quand on arrive à poser tout ça, bah, justement, c'est là qu'on va identifier quels sont les moments clés sur lesquels ça génère une prise de décision qui est vraiment importante pour la suite des événements et donc choisir quel moment on va tester pour s'assurer que de bout en bout, ça va bien à l'objectif. Ok, et après, c'est réussir avec les services qui sont impliqués dans ce moment-là, Mmh. réussir à aligner les gens et à... Ah oui, ok. C'est ça. On a, sur le plan humain, on a un très gros travail et temps d'alignement des personnes, effectivement. De point de vue, de livrables consolidés ensemble pour s'apercevoir si ça tient la route. Ouais, j'imagine aussi des goûts Ça de collait. périmètre, de ah non, mais ça c'est chez moi, mais ça c'est chez toi, des choses comme ça aussi, ça peut arriver. Tout à fait et il faut que le tout colle à la stratégie de l'entreprise, correctement parce que c'est vrai que de base, on se dirait: «Bah, on porte la voix du client», mais il faut que la voix du client et la stratégie d'entreprise se rencontrent. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi, et ça reboucle avec ce que tu faisais chez Decathlon, l'expérience employée. Parce que j'imagine que ça doit aussi, il doit y avoir aussi parfois des moments un peu de, oui, mais je suis obligé de le faire de telle façon parce que sinon, mon outil, voilà, il fonctionne pas de telle façon. En Alors votre cas, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, ben, quand on touche au process d'une entreprise, on ouais. touche à, Alors oui, à tu plein touches de au choses dans process l'expérience employée. employé et tu touches au process employé dans le sens où, bah, oui, le client est en interaction avec des employés de l'entreprise par la force des choses. Donc oui, tu touches à ça. Après, hem, c'est une grosse part de change aussi. Donc ça, il y a des équipes dont c'est le métier d'opérer le change en entreprise. On Ouais. doit juste bien s'allier avec eux, je pense, parce que c'est une force, dans la mesure où ce qu'on nous demande dans notre métier, c'est de faire la comparaison entre quel est le parcours existant versus la cible à atteindre. Donc à partir du moment où tu compares une situation donnée avec la trajectoire voulue, bah, il y a toujours un gap entre les 2 qu'on saura atteindre plus ou moins rapidement et donc là, si on doit avoir une stratégie, d'alliés, j'ai envie de dire, Ouais, le change, occupe, une part importante. ouais, très clair. Et c'est vrai que, bah, on a l'impression que c'est une mission qui ne s'arrêtera jamais. Il y a un côté un peu, Oui, bah, il faut passionnant. on peut ouais, faut arriver à une certaine, ouais, faut arriver à un truc parfait et c'est en entreprise,
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qui est intéressant. Alors, parfait, oui et non, parce que quelque part dans nos métiers, des fois, tu vas devoir annoncer à la direction qu'elle fait fausse route. Des fois, tu vas peut-être devoir justifier pourquoi entre la voix du client et la voix du business, ça ne fit pas forcément. C'est aussi pour éviter de prendre des risques trop compliqués ou en tout cas mieux les gérer. Ça peut être ça. Et oui, quand tu dis ça ne finit jamais, bah, c'est tout le côté passionnant du job. C'est-à-dire que les habitudes des gens changent, leur rapport aux achats, leur rapport aux marques, leur rapport à l'entreprise change dans le temps. Et c'est ce qui fait qu'on se remet en question tout le temps aussi. Ok, ouais, trop bien. Et donc les researchers, eux, avec les service designers, ils ont uniquement un focus research, j'imagine. Voilà, comment... En fait, c'est des duos, c'est ça? Vous travaillez en pair sur une problématique? Ouais, c'est un binôme de tous les jours et l'avantage qu'on a chez l'IRECO, parce que c'est vraiment ce que j'ai apprécié en arrivant, c'est qu'il y a cette notion de librairie de données qui permet de comparer d'un pays à un autre par rapport à l'année d'avant, dans telle et telle proportion, etc. Donc, c'est vraiment se rendre compte de ce qui peut faire dénominateur commun ou faciliter en tout cas la vue sur là où les plans d'action sont à mener. Et ça a vraiment été intéressant de démarrer avec ce socle-là. D'où la présence des data analysts. Ça, c'est vrai que c'est rare d'avoir des profils de data analyst au sein d'une équipe expérience client. Alors, c'est un département à part entière, mais en tout cas, c'est des compétences qui sont ils sont juste à côté de vous et vous avez à taper sur l'épaule et voilà. Non, mais ce que je veux dire, parfois, dans d'autres entreprises, ils sont dans un autre building ou ils sont ailleurs et il y a aucune et c'est la DSI et ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, la data ne rentre pas du tout dans ça. Très sollicité et très occupé, ça c'est certain. Maintenant, si je me focalise sur la compétence en tout cas et l'appétence pour la data, on a notamment la chance d'avoir des personnes dans l'équipe qui ont cette appétence-là et qui ont donc vraiment la logique de comparaison, de tri, d'organisation de la donnée qui permet d'identifier correctement les tendances et qui nous facilite la vie au quotidien. Et après, à vous de mettre le pourquoi et de comprendre et de... Ok. Tout à fait. Super intéressant. Et donc, après, sur la partie production, est-ce que toi, tu as des équipes aussi digitales qui travaillent et qui travaillent sur le site ou ça, c'est encore une autre équipe C'est une autre équipe. Maintenant, c'est des équipes avec lesquelles on interagit tous les jours parce que, par exemple, à partir du moment où on met en place un plan de test sur plusieurs mois, il faut gérer les priorités. Est-ce que les prototypes sont prêts? Est-ce que cette fois-ci, on va travailler sur du proto ou sur quelque chose qui est live, selon le sujet à aborder? Donc ça, c'est de la collaboration de tous les jours. Trop bien. Dans ton équipe, quand vous êtes arrivé, quand tu es arrivé, tu étais l'une des premières, vous étiez combien? Et maintenant, vous êtes arrivé à une équipe de quelle taille? Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Le fait est qu'il y a le souhait de grandir. Maintenant, si tu prends aujourd'hui l'équipe telle qu'elle est, le plus intéressant, c'est vraiment de se dire que chacun a des périmètres sur lesquels il se focalise. Et moi, ça me permet d'avoir la vue sur la consolidation globale. Et c'est vraiment ça le plus important, au-delà du nombre de personnes. Parce que tu peux très bien avoir, comme dans mes missions précédentes où il y avait 80, 100 personnes, c'est une chose. Mais comme chacun travaille sur son sujet et qu'il n'y a pas forcément de recoupement, aujourd'hui, d'avoir une équipe plus petite, ça ne me choque pas. Non, mais consolidation bien sûr. Et en fait, je te posais la question, c'était aussi pour un peu engager le thème du recrutement et savoir comment on recrutait un designer de service. Comment toi tu faisais, comment tu regardais un petit peu ce sujet du recrutement. J'aimerais bien avoir toi ton retour d'expérience sur la façon dont tu recrutes. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute.
Alors, déjà, je vais privilégier les candidats qui ont une expérience solide en design, c'est-à-dire qu'ils vont pas être dans la découverte parce qu'effectivement, on est au-delà de la production d'écran. Typiquement, quand j'ai reçu des candidatures, je veux pas, me retrouver dans des personnes qui vont avoir de la frustration si du jour au lendemain, ils ne produisent plus de maquettes. Parce Mhm. qu'effectivement, j'avais reçu beaucoup de candidatures en ce sens-là Ouais. et c'est pas l'attendu. Donc, Ils ont peut-être pas l'objectif. lu, ils ont peut-être pas bien lu la fiche de poste non plus. Bah, après, comme tout recrutement, tu reçois des candidatures, plus ou moins éloignées de ce que tu attends. Je veux dire, après ça, c'est pareil. Quel que soit le recrutement, ça fait partie du processus de sélection. Mais moi, je m'attarde avant tout sur la clarté du processus de design. Est-ce que la personne a une bonne vision, du processus, la qualité des solutions proposées, vraiment le raisonnement, être bien dans une capacité de démonstration, d'expliquer ce qui se passe, de comparer un existant avec une solution future, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et quelqu'un qui a une bonne capacité de projection. Parce que tous les jours, on va devoir expliquer à nos parties prenantes comment on propose le parcours de demain. Donc si on n'a pas une bonne capacité de raisonnement et de démonstration, Ouais. on n'aide pas les gens à se projeter. Et ça, c'est vraiment hyper important. J'imagine qu'il y a aussi une grosse phase sur, enfin, pas mal de questionnements autour des ateliers, Ouais. parce qu'il faut être d'une autonomie totale. Oui, faut être très autonome sur tout ce qui est, workshop, le design thinking, des ateliers collaboratifs, être à l'aise avec un design sprint, par exemple. Ok. Vraiment avoir une approche qui favorise la communication et la collaboration entre les personnes, parce qu'à la fin, ce sont des personnes peut-être d'horizons différents qu'on va faire travailler ensemble, sauf qu'ils doivent tomber d'accord sur un raisonnement commun, sur un objectif commun et ça, c'est vraiment notre travail de tous les jours. Et là, justement, il y a des ateliers spécifiques au design de service ou pas du tout? Ou est-ce que, justement, tu parlais de design sprint, tu parlais d'ateliers peut-être d'idéation, je sais pas. Oui, bah, on est un peu on est là-dedans, c'est-à-dire que là, c'est pas parce que c'est du design de service qu'on va réinventer la roue, hein. Je veux dire, Ouais, non, non, mais c'est vraiment se focaliser sur un fonctionnement qui maximise la collaboration. Donc oui, on est dans l'idéation et le design sprint, à la différence qu'à la fin d'un design sprint, c'est un parcours sur lequel on va s'accorder et pas des écrans. ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est ça que moi je trouve passionnant dans le design et ce qui offre, et c'est aussi un peu l'objectif du podcast, c'est d'offrir en fait des réflexions sur tiens, qu'est-ce que je pourrais faire demain, je suis designer, là je suis UI designer, mais demain, après-demain, tiens, vers quoi je pourrais aller. Et je trouve Mmh. que de se dire que avec une méthodologie bien précise, en fait, on peut faire plein de métiers et le design est partout. Bien sûr. Euh, Après, il y a uniquement dans la partie, je dirais, production où bon, on a des personnes qui peuvent faire la différence quand même euh, par l'utilisation d'un outil ou ou- ou par une expérience assez forte en production, mais le cœur y est de la manière dont on travaille, qu'on produise une voiture ou qu'on définisse des process. Au final, le fonctionnement est assez similaire. Ah bah oui, bah de toute façon, si tu prends les fondements du lean management et du test utilisateur, ça a démarré chez Toyota à l'origine, hein. Mhm. C'était pas sur des écrans, hein. Ok, je savais pas, d'accord. Euh, et justement, là, en ce moment, ça va faire un peu plus, ça va faire combien de temps? Un peu plus de un an, c'est ça, ouais, que Oui, tu es chez Lirico. Et quels chez sont, Haribo, ça fait 1 an, ouais, tout à fait. ouais, pardon, j'allais dire, quels sont les grands projets qui t'animent avec l'équipe et auxquels tu Hem, fais face? alors, la digitalisation de services qui va être, un vrai enjeu l'année prochaine, heu Mhm. notamment sur différents processus, ça peut être de l'abonnement, ça peut être de la personnalisation d'équipements. Il y a vraiment des enjeux très intéressants Ok, et le fait de tester avec la collaboration des différents pays. Ça c'est d'accord. vraiment le projet le plus int la partie la plus intéressante parce que pour un business commun, tout le monde fait partie de la même entreprise, c'est pas le même angle d'attaque, c'est pas les mêmes marchés. Donc il y a certains services qui vont s'implémenter plus vite dans certains pays que d'autres et confronter les points de vue et la façon d'assurer l'adoption, c'est vraiment ce qui nous anime le plus. Tu veux dire que tu souhaites que les pays participent au test utilisateur et qu'ils soient acteurs de ces tests utilisateurs
Oui, dans le fait euh, de les mener, d'impliquer leurs euh, clients, en fait. d'impliquer leurs propres clients. On Ok. les aide à les structurer et à les mener, mais ils impliquent leurs clients. On met à disposition également des panels externes, mais qui correspondent au pays visé. Et Bien sûr. l'objectif, c'est justement que ça devienne une habitude et pas un passage au début, vraiment que ça soit. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous le faites principalement sur la France et il y a quelques marchés qui sont peut-être un peu plus matures sur cet aspect-là. Mais Oui. demain, vous voulez le faire sur l'ensemble de vos marchés. En fait, l'objectif, c'est, si tu as une initiative stratégique, tu as forcément des pays pilotes qui sont plus impliqués en phase de démarrage pour se faire des convictions avant un rollout, plus important. Et donc l'objectif, c'est que ces différents pays soient vraiment l'équipe initiale avec laquelle on puisse travailler pour déployer le test utilisateur suffisamment tôt avant les Ok. gros investissements. Donc vraiment être dans la prospective. Ouais, très bien. Et, euh, et donc là, ça passe aussi, j'imagine, par beaucoup d'alignements, beaucoup de réunions, peut-être même se déplacer. Oui. Euh, Est-ce s'il y a des équipes design là-bas? S'il n'y en a pas, peut-être qu'il faut sûrement former les gens à faire à faire de la recherche. Il y a un peu un rôle de research ops. Je sais Alors pas si tu vois ce que je veux dire. oui, Est-ce oui, que c'est le cas? complètement, mais cette communauté existe déjà, donc elle est, animée mensuellement, donc c'est l'un de mes collègues qui l'anime, et c'était déjà, démarré avant que j'arrive. Et effectivement, bah, c'est le fait de travailler avec eux, de prioriser selon les initiatives stratégiques qui ont été posées pour 2025, bah, quel sujet on pourra tester, comment on pourra le faire. Et c'est pour ça, nous, on a un rôle consolidateur et l'objectif, c'est de les rendre le plus autonomes possible pour mener les plans de test directement. Ok, ok, très bien. Ouais, parce que euh, je sais que parfois c'est pas simple quand on n'a pas les researchers sur place et qu'on a des gens du métier ou des PM, etc. Il faut les amener à ce qu'ils se posent les bonnes questions et à poser les questions peut-être de façon le moins biaisée possible, le moins business orienté. Oui. Voilà, et donc, Bah, il y a tout ça et après, à partir du moment où tu animes, une communauté et que tu dois, bah, travailler à distance, ah bah, il va falloir travailler comment on garde les gens, focus sur le sujet, pour éviter que ça reparte au fur des biais, j'ai envie de dire. Et non, bah, ça fonctionne plutôt bien. Après, le but, c'est que ça grandisse. ok, trop bien. Euh, Eh ben, écoute, Aude, on arrive sur la fin de l'échange et sur la partie recommandation. Je voulais voir avec toi, est-ce que tu as un livre ou voilà, un livre sur le design ou pas d'ailleurs à recommander aux auditrices et auditeurs? Alors, c'est pas forcément un livre sur le design, mais Mhm. si j'avais un livre à recommander, ça s'appelle, Creativity: Les secrets de l'inspiration. C'est de Ed Ok, Catmull chez Pixar. Et en fait, c'est d'accord. un livre, qui permet de comprendre, selon les passages par lesquels passe une entreprise, bien bon ou moins bon, hein, parce qu'il faut rebondir dans tous les cas, comment on nourrit sa créativité et on inspire les autres. D'accord. Et les différents rebondissements qu'il y a pu y avoir dans l'entreprise Pixar, c'est une bonne source d'inspiration et de prise de recul aussi, sur ce qui peut y arriver et comment on repart du bon pied quoi qu'il arrive. Ok, excellent. Est-ce que toi tu as un site internet ou des réseaux sociaux et des gens que tu suis que tu pourrais nous recommander pour faire ta veille quotidienne? Est-ce que... Alors, je suis dans pas mal de groupes WhatsApp pour être honnête, puisque Ah, ok. Ah, c'est intéressant. aujourd'hui, j'échange régulièrement des articles, enfin j'en lis beaucoup, plus que j'en Ok. produis très clairement. Donc je suis également, abonnée à la partie Harvard Business Review qui publie pas mal. Ouais. Il y a des publications de gros acteurs du marché, hein, je veux dire après, que ce soit Qualtrics, Hotjar, Content Square, il y a beaucoup de gros acteurs du marché qui publient des études de cas. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est de m'intéresser aux rétrospectives d'entreprises. Parce qu'en fait, par quelles étapes ils sont passés, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils se sont mis en action après soit un nouveau lancement, soit un échec, ça arrive aussi. Mhm. Ouais, bien sûr. C'est enrichissant, très Ok, enrichissant. trop bien. Et enfin, les deux questions les plus complexes de ce podcast. Est-ce est-ce que tu as un film à nous recommander et un album de musique?
Ouf, un film, je dirais Million Dollar Baby, Clint Eastwood. Ouais. Ça montre plein de choses. La réussite à tout prix, les rapports interpersonnels, l'accompagnement et un recul sur le sens de sa vie. Donc, bon, après, Clint Eastwood a toujours fait des films un peu dans ce registre. Et Ouais, voilà. puis le changement du thème 1 au thème 2 qui aurait été Il est violent. qu'on n'aurait pas imaginé. Et qui fait voir les choses autrement d'un coup, Ouais. sans prévenir. Et d'un point de vue musical, bah, je vais dire Queen, hein, ça, je veux dire, Ok. on va rester sur les fondements, la créativité, un style différenciant pour l'époque. Puis ça a traversé le temps et je pense que, Pour l'époque et encore maintenant, moi, je bah trouve. voilà, une source intemporelle. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Merci beaucoup, Aude. C'était un plaisir Bah, merci de faire cet épisode avec toi. Merci Et puis, écoute, on continue de se suivre sur les réseaux. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Ça marche, merci à toi. À À bientôt. bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.